Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour 26 minutes de bonheur de littérature. L'invité que je reçois est né à Bokombé, au Bénin, mais il a pris la nationalité togolaise. Il enseigne, il est docteur en littérature allemande moderne. Il vit et enseigne en Allemagne. Je vous présente Noël Kouagou. Bonjour Noël Kouagou. Bonjour Patricia. Ça va, merci. Vous allez bien? Je vais très bien, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Ok, alors wir werden kein Deutsch sprechen, Okay. Better in französischer Sprache. Ja, natürlich. Ja. Voilà, je vais vous dire qu'on va parler plutôt en français que plutôt pas en allemand. Voilà, alors c'est votre premier roman, Les Saprophytes, aux éditions Gédanque. Alors commençons tout de suite le face-à-face. Noël Kouagou, expliquez-moi d'abord, parce que bon, bien sûr, j'ai regardé dans le dictionnaire ce que veut dire saprophyte, mais expliquez aux téléspectateurs. Oui, le mot saprophyte indique toute personne ou toute chose, toute matière organique qui vit aux dépens d'autres matières organiques en décomposition. Ce qui veut dire que ici, dans le sens métaphorique, toute personne qui vit aux dépens des autres, qui bossent dur. Ici, dans le roman, la famille, le système lui-même, le système politique. Et ensuite, le chef véreux à Dubaï qui vit de la misère, en fait, de la protagoniste dans le roman. Voilà, et bien justement, c'est ça, et ça profite, vous l'avez bien décrit, parce que c'est le message en plus de votre roman, c'est l'histoire donc de Tcheta, qui se prépare à faire un long voyage, elle est contente, sa destination, Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Alors, dans votre ouvrage, il y a énormément de messages. Alors, on va commencer par celui qui est celui de l'exil, l'émigration, gagner sa vie ailleurs, avoir cet espoir de subvenir aux besoins de toute sa famille. Pourquoi justement se tourner sur cette thématique ? Oui, d'abord, le thème de l'immigration, nous le savons tous. La plupart des jeunes, des Africains veulent partir à Dubaï, veulent partir, et ces derniers moments, non seulement à Dubaï, mais aussi au Canada, aux États-Unis, pour y gagner leur vie. Donc, ils partent avec des rêves plein la tête. J'ai juste voulu montrer que la réalité est toujours différente des rêves tout ce qu'on s'imagine quand on est encore au pays. Et ici, j'ai choisi Dubaï, qui est dans les derniers moments, nous voyons que Dubaï est devenu la nouvelle destination de ces jeunes. Donc, j'ai voulu un peu sensibiliser ces jeunes afin qu'ils se préparent très bien, savoir à quoi s'en tenir avant d'entreprendre un tel voyage. Alors, pourquoi justement avoir choisi Dubaï? Parce que maintenant, on a l'impression que l'Europe, ce n'est plus l'Eldorado. Pas tout à fait. Je crois que Dubaï est d'abord un lieu géographique. On peut le situer en Orient. Et quand on regarde un peu les documentaires sur les médias, on voit que Dubaï, on nous présente une image, un charme de carte postale féerique, tout est bien construit. Et de nos jours, les jeunes tentent leur aventure un peu vers Dubaï. Donc j'ai voulu montrer ici que Dubaï, ce n'est pas seulement le lieu géographique, mais ça peut être aussi le Canada ou l'Europe ou les États-Unis, et montrer que la réalité est toujours différente. Et quand on regarde ces documentaires, on se rend compte que on découvre la misère de ces jeunes qui sont à Dubaï, la misère, la précarité des immigrants travailleurs. Et quand on voit aussi les femmes qui travaillent comme domestiques à Dubaï, on voit un peu la souffrance, la misère, la maltraitance de ces personnes. Donc j'ai voulu un peu éveiller les consciences afin que chacun sache vraiment que ce n'est pas de la blague quand on doit partir. Oui. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Oui, effectivement. Alors, mais c'est marrant parce que vous-même, vous n'êtes pas allé à Dubaï. Donc, c'est uniquement, vous avez basé votre roman, bien sûr, je suppose, sur des témoignages, sur, comme vous dites, des documentaires, des reportages sur Dubaï. Oui, effectivement. C'est de la fiction et l'idée est née, en fait, de mon constat et aussi
des nouvelles que j'ai souvent du pays. Quand j'appelle, j'apprends que telle personne est partie à Dubaï. La seconde année, quand je voyage au pays, je me rends compte que l'autre est parti à Dubaï. Là, je me suis dit, bon, il fallait un peu voir ce qui se passe à Dubaï. Donc, en visualisant ces documentaires, on se rend compte que ces travailleurs immigrés, dès qu'ils sont à Dubaï, les passeports sont confisqués. Et puis, la misère commence pour ces personnes. Donc, il fallait un peu thématiser cette fiction-là. Voilà. Alors, il est vrai que Tcheta, ça y est, elle est dans l'avion, c'est la première fois qu'elle prend l'avion, elle est extrêmement contente. Pourtant, il y a eu deux courriers de personnes qui vivent à Dubaï. Il y en a un courrier qu'elle n'a vraiment pas voulu faire prendre conseil, quoi. C'est celui d'Evelyne, je crois, qui dit que la vie n'est pas rose à Dubaï. Par contre, Nathalie dit, c'est excellent, viens, tu vas voir, tu vas t'éclater, tu vas travailler, tu vas t'enrichir presque, c'est génial. Et donc, elle arrive à Dubaï et donc elle est employée déjà dans une famille. Oui, tout à fait. Et dans cette famille, elle est considérée comme impure. Oui, la famille Habib. Oui, la famille Habib. Là, on lui interdit de toucher à certaines choses. Parce qu'elle n'est pas musulmane. Elle n'est pas musulmane. Mais dans la nuit, l'homme traque Tcheta, la harcèle sexuellement. Et là, c'était un peu la désillusion pour qu'elle comprenne que ce n'était que le début. Donc là, nous voyons dans le voyage, d'abord, au début du roman, Tcheta qui se prépare et les conseils de la maman. Et à travers ces conseils, l'atmosphère de la famille, on se rend compte des préjugés, des idées reçues, ce que les Africains se représentent comme paradis quand on est encore en Afrique. Mais ce n'est qu'à Dubaï qu'elle se rendra compte que là, la réalité est tout à fait différente. Quand elle sera prise dans le carcan de la prostitution, de la misère, de la précarité, alors elle se rendra compte que le voyage n'était pas aussi rose. Aussi rose, oui. En effet, parce que c'est monsieur Geisel Neymer qui s'occupe d'elle, qui la prend sous son aile. Oui. Geisel, c'est ça? Geisel Neymer. Geisel Neymer. Oui. Et donc, voilà, il lui ponctionne de l'argent sur son salaire, oui. Alors qu'elle devrait, pour quelle raison? Donc, et c'est ce qui est horrible, c'est qu'elle n'a aucun moyen de se révolter puisqu'elle est émigrée, son visa expire, donc oui. Il y a un moyen de pression. S'il faut rester à Dubaï pour nourrir ma famille, je préfère subir. Oui, je crois que c'est ça. Et en choisissant le personnage de Geisel Neymer, en allemand, Geisel, ça veut dire otage, Neymer, qui prend un otage. Bon, c'est une personne dans le roman, mais dans le sens figuré, c'est toute personne qui profite en fait de la misère, de la précarité des autres pour pouvoir assouvir ses besoins ou bien atteindre son objectif. Donc, Geisel Neymer, dans le roman, voit bien que Tcheta est prise dans son piège, donc elle ne peut pas s'échapper, donc profite de cette occasion pour pouvoir se faire de l'argent au détriment de la vie de Tcheta. Alors, donc là, c'est la prostitution. Là, elle tombe bien bas. Parce que c'est vrai, elle ne le fait pas par plaisir, mais pour elle, en fin de compte. Oui. Elle le fait pour sa maman, parce qu'elle a souvent sa maman au téléphone. Oui. Sa maman a besoin d'argent, sa maman tombe malade, sa maman, voilà, soit c'est le frère aussi qui a besoin d'argent, oui. Soit après c'est l'oncle et ainsi de suite. Donc, elle est toujours prête à aider. Et elle s'oublie. Elle subit. Et c'est parfois le cas de certains Africains. Je parie que la plupart des Africains vivant en Europe ou quelque part ailleurs, dans ces pays considérés comme riches, la plupart de ces Africains qui liront bien sûr mon roman se rendront compte que ce que je suis en train de dire, ça fait partie des expériences qu'ils ont eux-mêmes vécues, ou au moins certaines personnes dans leur proche entourage ont subi un peu ce que Tcheta vit au jour le jour. Il y a deux objectifs ici. Le premier objectif, c'est que ceux qui sont encore en Afrique, quelle est la représentation de l'ailleurs, des pays industrialisés ou considérés comme tels? Là, il y a du travail, la richesse. Et le second objectif, c'est que certains Africains vivant en Europe ou ailleurs, qui rentrent, le comportement est souvent différent. On montre que, ah oui,
on montre une certaine image de ces pays où on a tout, on a de l'argent, on se comporte un peu différemment, on veut montrer qu'on est plus important que les gens au pays. Alors certaines personnes se sentent toujours tentées par cette vision, ils se disent bon, il faut que moi aussi j'y aille, et tenter un peu mon rêve et peut-être que ça marchera. Et quel que soit le cas, si certains sont un peu directs et disent ce n'est pas de la blague, ce n'est pas facile de vivre ici, certains ne comprennent même pas, ils ne veulent pas comprendre. Oui. Ouais. Voilà un peu. Parce que c'est vrai que ici, par exemple en France, je prends un exemple, le loyer coûte cher. Donc, est-ce que les familles africaines prennent conscience que parfois, quand quelqu'un envoie même 20 euros, 30 euros, ça peut nourrir peut-être une personne pendant une semaine. Enfin, donc il y a peut-être cette notion, on a l'impression que c'est l'argent facile. Ben, elle est en France ou elle est à Dubaï, l'argent coule à flot, elle peut, voilà, il n'y a pas de souci, elle peut s'en sortir. Ouais. Oui, effectivement, bon, c'est l'image que les gens se font, ou bien les idées que les gens se font de l'ailleurs, de Dubaï, de l'Europe, du Canada et des États-Unis. Et jamais ces familles se disent, mais comment elle fait pour gagner cet argent? Est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce qu'elle a à manger tous les jours? Non, c'est normal, elle gagne sa vie, donc elle peut nous aider. Je sais pas, peut-être que la colonisation a laissé un peu de ce qu'elle dans la pensée africaine, on voit toujours le blanc comme un petit dieu et qui, à travers ce que nous vivons, parce que le blanc n'est jamais pauvre, il est toujours riche, et l'Africain qui vit chez le blanc, donc a aussi de l'argent, et quel que soit ce qu'on envoie, les gens ne se posent pas de questions à savoir que font ces gens là-bas afin de gagner cet argent. On voit bien, on connaît bien la situation des gens en Europe, à Dubaï. On voit que les gens travaillent, doivent se lever très tôt le matin, braver le froid, l'hiver, pour aller travailler pour peut-être une petite somme. Et quand ils reviennent, ils se sacrifient pour pouvoir aider la famille. Ben, certaines familles comprennent que ce n'est pas du tout facile, mais c'est un peu difficile. Mais l'idée générale, c'est que les gens croient qu'ici, tout est bien. Alors, moi, je voudrais savoir aussi, c'est donc elle tombe vraiment dans l'humiliation, la débauche, et surtout dans votre roman, il n'y a pas une seule personne qui l'aide. On tombe dans l'inhumanité. On a l'impression que ça n'existe pas, l'altruisme. Oui, quand on prend le contexte de Dubaï, on sait que c'est un pays musulman. Ce qui veut dire qu'il faut faire la débauche, faite sûrement pas aux yeux des Dubaïotes. Donc il faut se cacher pour le faire. Donc ça sera difficile pour elle d'abord d'en parler aux gens, parce qu'elle ne sait pas quelle sera la conséquence. Mais elle a quand même une amie, Germaine, qui l'écoute, qui essaie de l'aider, mais ils se sentent un peu... les deux se sentent prises dans le piège, et là, quand le piège s'est refermé, c'est un peu difficile parce que les proxénètes, ce sont des gens sans foi ni loi qui profitent de la situation des gens pour parvenir à leur but. Alors, vous parlez aussi du racisme. Surtout, je crois que dès son premier jour d'arrivée, elle a traversé sans faire attention, et je crois qu'il y a un conducteur qui la traite de négresse. Et elle est surprise. Le racisme est partout. Oui, tout à fait. Le racisme est partout, qu'il soit latent ou patent, mais nous avons chacun peut-être une idée qu'on se fait toujours, la plupart du temps, du noir. Le noir, c'est l'arriéré. Le noir, il est moins intelligent. Le noir, il doit toujours accomplir un peu les travaux vraiment subalternes, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. J'ai voulu un peu thématiser ça et savoir, nous le vivons au jour le jour, certains le vivent. C'est vrai que le monde a changé, les choses ont évolué. Et on voit qu'on peut travailler parfois dans un environnement sain, mais parfois il arrive que, au passage, que quelqu'un dise un mot, qu'on le sente dans l'habitude, qu'on voudrait relier ce que l'on fait par rapport à la peau, qui est une chose aléatoire. Il y a aussi ce petit oiseau. Lorsqu'elle est dans cette pièce, elle entend du bruit et voilà, et elle voit que c'est un oiseau, je sais pas, j'ai dit un corbeau, mais un oiseau noir avec des yeux luisants. Pourquoi avoir glissé justement cette image un peu de prémonition ou un peu de superstition? Oui, la superstition existe. On
pour nous Africains, nous le savons, la superstition existe. Et j'ai voulu un peu faire passer ce message pour en fait montrer que c'était une prémonition, pour lui dire que ce n'est que le début. Et bon, le noir, un oiseau noir, ça fait allusion déjà à une chose... Bon, comme on donne souvent à la couleur noire à tout ce qui est mauvais. Donc, c'était un peu le présage que d'autres choses viendront et ça sera encore plus terrible. Voilà, et en effet, plus terrible, les téléspectateurs découvriront. Mais en tout cas, cette lettre qu'elle a écrite à sa maman, je trouve elle est vraiment profonde et c'est d'une douleur, enfin, c'est dans cette détresse et voilà, on ne peut rien faire pour elle, quoi. Effectivement. Bien, c'est là, je crois que dans la lettre, c'est le bilan, en fait, du voyage. Et un peu, elle essaie en ce moment de montrer tout ce qu'elle a caché depuis son voyage. C'est maintenant que ça ressort dans, dans la lettre. Et quand on voit là où elle a été invitée par un certain monsieur, chez monsieur Yacine, où ils ont tourné la vidéo, elle était obligée de faire certaines choses. Là, on se rend compte que à la fin, elle regrette d'avoir passé ce week-end chez M. Yacine, mais la maman au pays est toute contente. Ah oui, sa fille est à Dubaï, tout va bien, elle a de l'argent, mais elle ne se rend pas compte que les travaux, ou bien tout ce qu'elle faisait pour gagner cet argent n'était pas aussi digne d'une personne. Et surtout, la maman fait croire à sa fille que oui, allez, cet argent que tu nous envoies, c'est pour construire pour toi ta maison, ton bâtiment. C'est ça, quelque chose au bout, quoi. Donc tu ne fais pas ça pour rien. Oui, effectivement. Et la plupart du temps, comme je le disais tantôt, quand l'Africain ici gagne un peu d'argent, l'argent est envoyé au pays. Et cette somme est utilisée pour construire, pour acheter des choses un peu attrayantes. Et lorsque on rentre, nous frimons pour montrer que, ah là, nous venons de l'Europe. Et quand même, l'expérience personnelle, quand je suis au pays et je m'habille en culotte, je sors, on se rend compte que les gens sont surpris, mais pourquoi en culotte? Il faut bien t'habiller normalement. Je dis, mais si je me sens à l'aise tel que je suis, mais les gens voudraient que je me comporte un peu différemment. Donc, on se sent parfois pris dans ce piège où les idées reçues, c'est parfois difficile de les enlever de la tête. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup, Noël Kouagou, pour cette première partie d'émission. Nous allons passer à carte sur table. Okay. Vous avez des cartes devant vous, prenez-en une au hasard, voilà, et puis montrez-la à la caméra. Ok. Je choisirai celle-ci, l'As. Ah ben, voilà, eh bien nous allons parler du président Thomas Boni Yayi. Voilà, ça fait longtemps, vous êtes retourné au Bénin? Oui, ça fait à peu près 6 mois, 8 mois. J'y étais l'année passée. Ouais. Alors, je voudrais savoir, quelle est votre opinion sur le rôle joué par Thomas Boni Yayi en tant que président de l'Union africaine, médiateur, comme ça, essayant de trouver des solutions pour le Mali, pour la crise du Mali? Oui, je crois qu'il a joué un bon rôle. Mais le problème, c'est que je trouve la nonchalance africaine, c'est vraiment terrible. La crise est perdue depuis près de 9 mois, mais avant de mettre en place une armée pour aller défendre le Mali, des tergiversations par-ci, par-là, je crois que là, l'Afrique doit faire vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Je crois que le problème africain, c'est souvent c'est que nous ne maîtrisons même pas l'espace. On ne sait pas ce qui se passe au niveau de nos frontières, ce qui fait qu'il y a toujours infiltration dans les pays. Et je trouve que ça a été un peu nonchalant, la façon dont ils ont décidé de mettre l'armée. Et jusqu'à présent, on voit que tous les soldats ne sont pas encore au Mali. Si la France n'était pas intervenue, là, je crois que le Mali serait aujourd'hui dans les mains des islamistes. Et qui sait, peut-être d'autres pays devaient passer sur la cible. Ouais. Très bien. Une autre carte, s'il vous plaît. Ok, je choisis celle-là. Oui. Ah, le joker. Alors, là, nous allons parler de... Je ne sais pas si vous aimez le basket. Oh,
Pas tout à fait. Bon, Alors, le foot... ah oui, dommage, parce que ouais. là, c'est bien sûr, c'est ce basketteur international français, Thierry Rupert, qui est décédé. Voilà, donc il était dans le coma à la suite d'une crise cardiaque. Donc voilà, je pensais, voilà, comme c'était l'actualité, donc je me suis dit, en parler. Oh là, je n'ai pas eu vent de cette actualité. J'ai suivi hier le match. Oui, Nigeria, Burkina Faso. Et, bon, j'aime bien suivre le foot et aussi la boxe de temps en temps, mais je ne fais pas moi-même la boxe. D'accord, oui. Eh bien, écoutez, une autre carte. Ok. Là, tout à fait à gauche. Valais. Alors, c'est encore de l'actualité. Donc là, vous avez entendu l'histoire de la viande de cheval. Et en Allemagne aussi, on retire les produits Findus, tout ce qui... voilà, est-ce qu'il y a cette peur, est-ce qu'il y a cette avalanche, voilà, de crainte? Malheureusement, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que je suis là depuis samedi. Et je crois que c'est samedi que j'ai suivi l'actualité. J'ai entendu parler de la viande de vache, de cheval. Cheval. Bon, je ne sais pas en ce moment comment les Allemands se comportent face à cette nouvelle. Est-ce que les gens sont hystériques? Mais je crois que les Allemands mangent du cheval. Mais peut-être que pour les Anglais, c'est quelque chose de pas normal. Ouais. Je crois qu'il faudrait que les gens soient dans la production, qu'ils soient un peu sincères envers les acheteurs afin que ne glissent pas des choses prohibées ou bien ce que certaines personnes n'aiment pas. Ouais. Une dernière carte. La dernière carte. Là, je laisse celle du milieu. Le roi. Ah, zut. Bon, alors, eh ben, écoutez, voilà, c'est le pape Benoît XVI va annoncer sa démission à partir du 28 février. Alors, quelle est votre réaction? Oui, bon, je crois que s'il se sent incapable de continuer à jouer son rôle qu'il jouait, je crois que c'est mieux qu'il laisse la place peut-être à quelqu'un de plus valide parce qu'on voit là qu'il a pris de l'âge. Il a vieilli. Il faudrait peut-être laisser à une autre personne cette place afin qu'on voit s'il y aura un peu de changement dans... Oui, alors s'il y a des changements, pensez à un pape noir, ce sera possible parce que le peuple est prêt à suivre un pape noir. Oui, là, je doute. Je doute que cela se passe. Lorsque Obama a été élu, il y avait vraiment de la joie partout. Les gens étaient contents de voir Obama. Mais quand on voit un peu dans la population, on se rend compte que le racisme latent est toujours là, qu'on le veuille ou pas. Et tout dernièrement en Allemagne, le vice-chancelier de Merkel a été un politicien, se pose la question si le peuple allemand est prêt à supporter encore un type qui a l'apparence d'un asiatique. Ce qui veut dire que là, cette personne était quand même du même camp, du même parti, et se pose la question, ce qui veut dire qu'il y a quand même là, ce qu'il a dit, peut-être que c'est ce que certaines personnes pensent tout bas. Très bien, elles ont passé à la troisième partie de l'émission, coup de cœur. Merci. Alors Noël Coigou, alors quel est le livre dont voilà vous m'avez apporté pour parler le coup de cœur Oui, mon coup de cœur, c'est l'équation africaine de Yasmina Khadra. Je crois que c'est le pseudonyme de l'auteur. Et un livre passionnant avec une puissance du verbe. Et là, on découvre un médecin allemand, Hans Krausmann, qui vit à Francfort. Votre ville d'ailleurs, oui. Qui s'occupait, un généraliste, mais suite à un drame familier, il quitte donc Francfort sous l'invitation d'un ami qui travaille dans l'humanitaire pour aller aux Comores passer quelques jours afin de se changer un peu. Sa femme s'est suicidée, la femme du médecin.
Donc là, Yasmina Khadra décrit un peu l'Afrique de profondeur, s'il faut dire. On voit la misère de gens qui n'ont rien, mais qui s'attachent à la vie quand même, et des hommes sans foi ni loi, parce que à la côte somalienne, le médecin et son ami seront pris en otage par les pirates somaliens, et là commence le parcours initiatique en fait du médecin qui connaissait l'Afrique à travers les médias, donc il va vivre l'Afrique de près. Et si je me souviens bien, j'avais beaucoup apprécié ce livre parce que, en fin de compte, il y a un pirate somalien qui adore la littérature et qui montre une certaine culture. Et ça m'avait choqué de voir qu'un pirate somalien aime la culture, voilà, soit cultivé.